Alexandre, on va recevoir Adélaïde à nouveau, qui avait envie de partager avec nous un texte de Charlotte Delbo. Je voulais qu'on en parle un petit peu, juste avant qu'Adélaïde nous lise ce texte. Je repars. Non. C'est parfait. Je ne sais pas quel texte elle va partager de Charlotte Delbo. Moi, je me souviens que les passes que Charlotte Delbo a consacrées à la manière dont à Auschwitz, elle essayait de se remémorer des poèmes pour parvenir à vivre, sont parmi les plus beaux hommages qui aient jamais été donnés à la littérature. Et c'est peut-être cela dont elle va nous parler. Surprise. Un matin de janvier 1943, nous arrivions. Les wagons s'étaient ouverts au bord d'une plaine glacée. C'était un endroit d'avant la géographie. Où étions-nous ? Nous devions apprendre plus tard, 2 mois plus tard au moins, nous, celles qui 2 mois plus tard étaient encore en vie, que l'endroit se nommait Auschwitz. Nous n'aurions pu lui donner un nom. Au début, nous voulions chanter, comme elles étaient déchirantes, ces voix qui se brisaient, répétant des mots qui ne faisaient plus se lever aucune image. Les trépassés ne chantent pas. Mais à peine ont-ils ressuscité qu'ils font du théâtre. Ainsi en était-il d'un petit groupe qui avait survécu à 6 mois du camp de la mort et avait été envoyé à quelque distance de là, dans ce commando privilégié. Il y avait des paillasses pour dormir, de l'eau pour se laver. Le travail était moins dur, quelquefois à l'abri, quelquefois assis. Nous, qui tenions mal debout au sortir de la mort, traverser un petit pré en portant un panier vide exigeait un effort et une volonté extraordinaires. Après quelque temps, nous reprenions apparence humaine. Après quelque temps, nous pensions au théâtre. L'une de nous racontait des pièces aux autres qui se groupaient autour d'elle, bêchant ou sarclant. On demandait « Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ?» Bientôt, nous songions à monter une pièce, rien de moins, sans texte, sans moyen de nous en procurer, sans rien, et surtout si peu de temps libre. Vous direz qu'on peut tout enlever à un être humain, sauf sa faculté de penser et d'imaginer. Et vous ne savez pas. On peut faire d'un être humain un squelette où gargouille la diarrhée, lui ôter le temps de penser, la force de penser. L'imaginaire est le premier luxe du corps qui reçoit assez de nourriture, jouit d'une frange de temps libre, dispose de rudiments pour façonner ses rêves. À Auschwitz, on ne rêvait pas, on délirait. Le passé ne nous était d'aucun secours, d'aucune ressource. Et voilà que dans ce petit camp, nous revenions à la vie et tout nous revenait, tous les désirs, toutes les exigences. Nous aurions voulu lire, entendre de la musique, aller au théâtre. Nous allions monter une pièce. N'avions-nous pas le dimanche libre et 1 heure le soir ? Claudette, qui travaillait au laboratoire où elle avait table, crayon et papier, entreprend de réécrire le malade imaginaire de mémoire. Le premier acte achevé, les répétitions commencent. J'écris cela comme si ça avait été aussi simple. On a beau avoir une pièce bien en tête, en voir et en entendre les personnages, c'est une tâche difficile à qui relève du typhus et constamment habitée par la faim. Une réplique était souvent la victoire d'une journée. Et les répétitions, elles avaient lieu après le travail, après le souper, puisqu'on disait le souper pour 200 grammes de pain dur et 7 grammes de margarine. À ce moment où l'on éprouve davantage la fatigue dans une baraque gelée et sombre. User de persuasion, de menaces, faire appel à l'esprit de camaraderie, manier la flatterie et l'injure était le lot quotidien des animatrices. Chaque soir, battant la semelle et battant des bras, c'était en décembre, nous répétions. Le jour fixé pour le spectacle, le dimanche après Noël,
approchait. Eva, la dessinatrice, fait une affiche qu'on fixe à la porte intérieure de la baraque le samedi, après la dernière ronde des SS. Et pourquoi une affiche, quand tout le monde était au courant? C'est qu'enfin, nous sommes dans l'illusion. Une affiche en couleur où on lit « Le malade imaginaire d'après Molière » par Claudette. Costume de Cécile. Mise en scène de Charlotte. Agencement scénique et accessoires, Carmen. Suit la distribution avec Lulu dans le rôle d'Argan. Mais notre pièce était en 4 actes. Nous n'étions pas arrivés à retrouver la coupe de Molière. Pour autant, que je me souvienne, tout y était. Dès le matin, perdant pour la première fois souci de la soupe, des corvées et du pain, nous nous affairons. Ce que Cécile réussit à faire avec des tricots muets en pourpoint et en casaque, des pyjamas, comment nous les avions eus et trop longs à raconter, transformés en autre chose, est presque inimaginable. Le rayé s'était révélé immétamorphosable. Heureusement, nous utilisions pour sélectionner les graines des espèces de cages en tulle, et voilà le tulle devenu jabot, manchette, canon, nœud, écharpe, une poudre jaune-vert dont je ne sais pas la composition, peut-être un insecticide, sert au maquillage des médecins, bilieux à merveille. On crie dans le dortoir « Toutes celles qui ont leur tablier noir propre, prêtez-le, tout de suite, s'il vous plaît, l'habilleuse attend !» Et avec 6 tabliers, Cécile drape un médecin qu'elle coiffe d'un cône de carton noirci à l'encre, autour duquel elle a fixé des copeaux de bois en mèche raide. Hélas, nos cheveux, rasés à l'arrivée, n'ont encore que quelques centimètres. Par contre, on a des cannes. Ce sont des bâtons enrubannés de tulle. Les tables du réfectoire, débarrassées de leurs pieds, sinon la scène eût été trop haute dans la baraque très basse de plafond. Juxtaposée, figure une estrade. Les couvertures, habilement manœuvrées par Carmen, qui a un marteau, des clous et de la ficelle, qu'elle avait longtemps convoité avant de réussir à les voler au SS jardinier, les couvertures forment un rideau. D'autres couvertures clouées aux fenêtres obscurcissent la salle. Seule est éclairée la scène où Carmen, électricien autant que machiniste, a installé une baladeuse en projecteur. Où a-t-elle volé cela? Je t'expliquerai. Pour le moment, elle cloue, elle attache. On a aussi des coulisses, couvertures et ficelles, et une souffleuse avec le texte, s'il vous plaît. On frappe les 3 coups, le rideau se lève, non, il s'écarte. Argan, dans un fauteuil fait de caisses que cachent des couvertures, lui-même enveloppé de couvertures, agite sa sonnette, une boîte de conserve où est logé un morceau de verre, je crois. Le rideau se lève. C'est magnifique. C'est magnifique parce que Lulu est une comédienne née, ce n'est pas seulement par son accent marseillais qui fait penser à Rému, mais par son visage bouleversant de naïveté vraie, cette nature d'humanité, de générosité. C'est magnifique parce que quelques répliques de Molière, ressurgies intactes de notre mémoire, revivent, inaltérées, chargés de leur pouvoir magique et inexplicable. C'est magnifique, parce que chacune, avec humilité, joue la pièce sans songer à se mettre en valeur dans son rôle. Miracle des comédiens sans vanité, miracle du public qui retrouve soudain l'enfance et la pureté qui ressuscite à l'imaginaire. C'était magnifique, parce que pendant 2 heures, sans que les cheminées aient cessé de fumer leur fumée de chair humaine. Pendant 2 heures, nous y avons cru. Nous y avons cru. Plus qu'à notre seule croyance d'alors, la liberté, pour laquelle il nous faudrait lutter 500 jours encore. Je pense que cette lecture d'Adélaïde est une belle conclusion à notre nuit de la lecture partagée tous ensemble ce soir. Beaucoup d'émotions.
ça que moi, il n'y a pas grand-chose à dire après ça, mais c'est vraiment, on est au cœur même de ce que c'est que la littérature et ce que ça peut apporter, transformer, aider. Alors c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on se dit, mais est-ce que ça peut encore fonctionner comme ça ? Sûrement, je ne sais pas, mais sûrement. De toute façon, c'est la faculté de rêver qui est importante et que la littérature traduit. Et je pense que voilà, c'est ce qu'on vient d'entendre là. Et c'est ce qu'on a